Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'en profite pour cette séance de TD pour pouvoir avancer le cours. On va faire le cours concernant le système d'interruption. Donc c'est un élément qui est, je dirais, fondamental et c'est vraiment je dirais la pierre angulaire du système d'exploitation parce que tout est basé sur le système d'interruption. Donc quasiment tout le fonctionnement du système d'exploitation s'articule sur le système d'interruption. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur cet aspect-là et on essaye de voir un peu tous les aspects du système d'interruption. Et c'est aussi, je dirais, comme c'est la base de fonctionnement du système d'exploitation, c'est aussi l'objet de beaucoup d'attaques qui s'articulent sur les systèmes d'interruption pour pouvoir attaquer des systèmes d'exploitation en général. Et donc là, c'est d'où l'intérêt d'étudier le système d'interruption et de voir de près ce système, comment il fonctionne et comment on peut faire des choses justement grâce au système d'exploitation. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont positives qu'on peut faire et c'est comme ça qu'on a pu adapter des systèmes d'exploitation. À titre d'exemple, comment on a pu mettre en œuvre, je dirais, le multilingue, c'est grâce à l'usage du système d'interruption avec l'interruption du clavier qui permet de dire à un moment donné que ce clavier-là, attention, il n'est pas utilisé en latin, il est utilisé en arabe, ou il est utilisé en hindou, en chinois ou autre, etc. Comment les choses sont faites, c'est, à vrai dire, on essaie de changer un peu la routine d'interruption liée au clavier pour pouvoir l'adapter au contexte. Et plein d'autres, je dirais, actions ont été faites grâce à, je dirais, ce système d'interruption qui peut donner je dirais, des atouts positifs pour l'usage du système d'exploitation, comme ça peut être considéré comme un point faible d'attaque du système d'exploitation lui-même. Donc, on essaye de voir ce système d'interruption pour dire de quoi s'agit-il exactement. Alors, naturellement, pour pouvoir comprendre les choses, on parle de système d'interruption, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui permet d'interrompre. Donc, on peut se poser la question, on va interrompre quoi? Réellement, ce qu'on va interrompre, c'est qu'au niveau d'un système d'exploitation, ça permettra de pouvoir exécuter des programmes sur la machine. Et donc, à un moment donné, on va interrompre un programme sur la machine pour pouvoir exécuter un autre, et ainsi de suite. Donc, ça va faire une cascade d'interruptions qui peuvent exister sur le même système. Pour pouvoir comprendre tout cela, les choses sont intimement liées. Pourquoi? Parce que dans le système d'interruption, à vrai dire, il y a deux facettes. Il y a le système d'interruption physique qui existe avec la machine. Et je suppose que les gens qui ont étudié la structure des ordinateurs ou la structure machine ont vu cet aspect-là. Il y a un circuit, ce qu'on appelle le circuit d'interruption, qui est physique et qui permet de prendre en charge ce phénomène d'interruption. Et dans le système d'exploitation, les interruptions ne se limitent pas uniquement au système d'interruption physique, mais les interruptions peuvent être étendues vers d'autres types d'interruptions qu'on verra par la suite. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on commence par juste une description très rapide concernant la structure machine pour pouvoir rafraîchir un peu les esprits concernant cet aspect-là. Donc, comme vous le savez, la machine, sa description, elle peut être décrite autour de trois éléments majeurs qui sont la CPU, la mémoire et les périphériques. Donc ça, c'est les composants essentiels d'une machine ou ce qu'on appelle un ordinateur. Donc les programmes s'exécutent principalement sur l'unité centrale. Alors cette unité centrale, quand elle va exécuter des programmes, en général, l'exécution, quand on voit les choses en profondeur, elle va s'exécuter. En général, souvent, cette machine, elle est appelée la machine séquentielle de von Neumann. Donc, von Neumann, c'est le mathématicien américain, c'est lui qui a créé cette machine. Et le modèle de cette machine, c'est un modèle séquentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le principe, c'est d'exécuter à chaque fois une instruction à la fois. Donc, j'exécute une instruction, quand je termine, je passe à l'instruction suivante et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses se passent au niveau de la machine. Donc, ça, pour que vous ayez une idée assez claire et précise concernant la machine de von Neumann. Alors, cette machine, quand elle s'exécute, principalement, elle s'exécute sur l'unité centrale, c'est là où il y a le processeur. Donc, le processeur, sa mission, c'est quoi? C'est d'exécuter les instructions. Alors, autour de ce processeur, en général, il y a une mémoire particulière qui est composée de registres. C'est ce qu'on appelle les registres du processeur. Donc, ces registres des processeurs, quelle est leur utilité? Leur utilité, c'est de participer à l'exécution des programmes. Alors, parmi les registres qui existent, vous avez le CO, ou bien on appelle le compteur ordinal. Le compteur ordinal, c'est quoi? C'est un registre qui permet toujours de pointer vers la prochaine instruction à exécuter. Comme on a un modèle séquentiel, à chaque fois qu'on exécute une instruction, donc on prépare l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Ça, c'est fait grâce à ce registre qu'on appelle le compteur ordinal. Vous avez aussi un registre, par exemple, du type registre accumulateur. L'accumulateur, parmi les choses auxquelles il est dédié, vous avez, si vous prenez une opération du style X égale à A plus B plus C, donc cette opération, vous ne pouvez pas la mettre directement. Donc, vous devez faire la somme de A plus B et ensuite, le résultat, vous allez l'additionner à C. Et donc, le résultat intermédiaire, il est où? En général, il est dans l'accumulateur, donc qui permet de le préserver pour pouvoir continuer l'exécution. Vous avez aussi le registre index, particulièrement quand vous avez, par exemple, le traitement de tableaux et autres, etc. Vous êtes automatiquement obligé d'indiquer, par exemple, quelle est la position par rapport à un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? Ce n'est autre qu'une suite d'adresses mémoire. Donc, vous avez l'origine et ensuite l'index, c'est le déplacement par rapport à l'origine. Donc, ça permet d'aider justement de réaliser ces opérations avec les vecteurs. Vous avez un registre essentiel qui est celui dédié à l'exécution des instructions, ce qu'on appelle le registre RI. Comme j'avais dit qu'il y a toujours une seule instruction qui est exécutée, alors cette instruction, elle se trouve toujours dans le registre RI, comme son nom l'indique, le registre instruction. Vous avez aussi d'autres registres intéressants aussi, tels que la pile. Alors, en général, la pile, il y a plusieurs, je dirais, intérêts de cette pile, particulièrement l'appel des procédures, l'appel de fonctions. On peut trouver aussi la récursivité, c'est-à-dire quand une procédure s'appelle elle-même ou une fonction qui s'appelle elle-même, on est obligé de sauvegarder les adresses de retour en cascade, donc pour avoir une exécution cohérente. Et donc, moralité, il y a ces registres, et il y a un registre qui est assez important qui nous intéresse dans le système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle le registre d'état, et qui permet de montrer l'état du processeur pour dire, à un moment donné, je suis en train d'exécuter. Bon, on va reprendre alors le truc. Il y a eu une coupure d'Internet, comme ça peut arriver à tout moment. Donc, j'avais dit que concernant les, je dirais, donc les registres qui étaient, je dirais, impliqués dans l'exécution des programmes, on a particulièrement le registre qui est qu'on appelle le registre d'état ou le mot d'état du processeur. Effectivement, ce registre, il est important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a besoin de savoir quelle est
à quel programme appartient ce programme qu'on est en train d'exécuter. Donc, automatiquement, ce registre d'état permet de nous indiquer à quel programme il appartient et aussi, surtout, quel est ce type de programme. Parce que dans les programmes qui se trouvent au niveau de la mémoire, on peut les classer en deux catégories essentielles. On a les programmes qui appartiennent au système d'exploitation et on a les programmes qui sont dits programmes utilisateurs. Et donc, on sait que le système d'exploitation, rappelez-vous, dans le cours précédent, on avait dit que parmi ses objectifs, c'est de gérer les ressources au sens rentabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission de gestion des ressources, elle est dédiée au système d'exploitation, pas au programme utilisateur. Donc, un programme utilisateur n'a pas le droit de gérer les ressources. Pourquoi? Parce que si vous donnez ce droit à un programme utilisateur, chacun va s'approprier les ressources et du coup, les autres ne peuvent pas, je dirais, utiliser les ressources. Et donc, du coup, c'est le système d'exploitation qui gère les ressources et par la suite, il va allouer ces ressources aux demandeurs au fur et à mesure selon leurs priorités, selon la disponibilité des ressources. Et donc, ça, c'est les éléments qui sont essentiels. Et l'ensemble, je dirais, des valeurs de ces registres qui existent, etc., c'est ce qu'on appelle communément dans le jargon système d'exploitation, le contexte d'un programme ou ce qu'on verra par la suite, ce qu'on appelle la notion de processus. Et donc, automatiquement, ce contexte regroupe l'ensemble des valeurs qui permettent de voir l'exécution d'un programme. Et comment on perçoit, je dirais, l'exécution d'un programme. Rappelez-vous, on avait dit que c'était une exécution séquentielle. Et donc là, cette figure, elle vous montre le cycle d'exécution du processeur. C'est-à-dire le processeur, son boulot, c'est quoi? C'est d'exécuter les instructions. Ça veut dire qu'il prend une instruction, il exécute. Quand il termine, il va exécuter la prochaine instruction et ainsi de suite. Donc ça, c'est le processeur. Comme vous voyez ici, c'est une boucle qui est potentiellement infinie, ce qui est le cas. Ça veut dire que dès que vous allumez votre machine, le processeur, il est là pour exécuter autant d'instructions qu'il y en a. Chaque fois qu'il y a une instruction, il exécute, ensuite il passe à la suivante et ainsi de suite. Alors, comment il fait les choses? Ben, tout simplement, on avait dit que la prochaine instruction à exécuter, elle est décrite par CO. C'est la définition de CO, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va ramener l'instruction, en général, qui se trouve dans la mémoire. Il va ramener cette instruction, il la met dans le registre RI. Ensuite, qu'est-ce qu'il va mettre? Donc, ici, vous avez CO reçoit la valeur de, on va lui affecter la valeur de CO plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux dire, comme l'exécution, elle est séquentielle. Donc, si j'exécute l'instruction, donc la prochaine instruction, ça va être quoi? Ça va être l'instruction qui vient juste après, qui est en séquence. C'est pour ça que je rajoute ce 1. Alors, juste une petite notation. Concernant ce 1, c'est quoi? Ça veut dire une unité mémoire. Donc, tout dépend de l'unité mémoire qui est utilisée. Ça veut dire, si vous êtes dans des registres avec 16 bits, ça veut dire le 1, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 octets, c'est-à-dire les 16 bits. Si vous avez une machine de 32 bits, le 1, c'est quoi? Ce n'est autre que 4 octets, et ainsi de suite. 64 bits, c'est 8, et ainsi de suite. Donc, tout dépend de, je dirais, de la machine. Donc, ce 1, c'est, à vrai dire, l'unité mémoire. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, ce 1, comment il exécute. Ensuite, dès qu'elle a cette instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pouvoir exécuter l'instruction qui se trouve dans RI, donc le registre d'instruction. Alors, dès qu'il y a l'exécution de cette instruction, donc automatiquement, à la sortie, on va faire un test. Alors, ce test-là, ce qui permet de signaler quand j'ai exécuté cette instruction, alors, est-ce qu'il y a eu une demande qui permet d'interrompre le programme que je suis en train d'exécuter? Et donc, c'est pour ça qu'il y a le test qui permet de dire arrêt, interruption ou suspension. Alors, naturellement, s'il y a un arrêt, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui est tout à fait normal. Quand vous exécutez votre programme
et vous arrivez à la dernière instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, il n'y a plus rien. Oui. Alors, on reprend toujours, suite des... Aujourd'hui, il y a beaucoup de coupures fréquentes. Donc, j'avais dit que automatiquement, dès qu'il y a la dernière instruction qui est exécutée, donc automatiquement, ce qui se passe, c'est il y a un arrêt du programme. Alors, vous allez me dire comment on arrive à repérer la fin d'un programme. Ben, tout simplement, ça, c'est quelque chose qui est lié, rappelez-vous, on avait dit que dans le cours précédent, il y avait la machine, le système d'exploitation, ensuite les applications. Parmi les applications, il y a les compilateurs. À vrai dire, les compilateurs, ils font leur boulot. C'est quand ils compilent un programme, si vous prenez par exemple un programme écrit en C, vous avez la fonction principale main, le début c'est l'accolade ouvrante, la fin c'est quoi? C'est l'accolade fermante. Donc cette accolade fermante, à vrai dire, elle est remplacée par l'instruction qui permet de dire stop, c'est-à-dire arrêter le programme. C'est la même chose qu'on le programme Pascal, vous avez end point et bien d'autres programmes. Chacun a une, je dirais, une syntaxe qui lui est propre, qui permet d'indiquer la fin du programme. Et donc cette fin de programme, elle est matérialisée, à vrai dire, par une instruction qui est reconnue par le système d'exploitation, qui permet de lui dire ça, c'est la fin du programme. Alors, il y a le deuxième aspect, c'est quoi? C'est l'interruption. Alors, l'interruption, elle arrive quand il y a des phénomènes qui arrivent. Rappelez-vous, on a vu l'évolution des systèmes d'exploitation. Parmi les systèmes les plus utilisés, vous avez le système à temps partagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partage le temps CPU entre les différents programmes. Moralité, ça veut dire quoi? On prend un programme, on l'exécute pendant un certain temps. Quand ce temps s'écoule, automatiquement, on doit arrêter pour passer au programme suivant. Alors, comment qu'on va mesurer le temps? En général, grâce à une interruption, ce qu'on appelle l'interruption du timer ou bien l'interruption horloge. Et donc là aussi, ça veut dire que j'ai une interruption qui permet de dire attention, le temps est terminé, donc il faut arrêter ce programme pour passer à un programme suivant. Comme ça peut être aussi un autre cas qu'on appelle la suspension. Ça veut dire que j'ai un programme, je dois le suspendre pour passer à autre chose. Pour quelle raison je vais suspendre un programme? Ben, rappelez-vous, le système d'exploitation doit gérer d'une manière rationnelle. Et donc, du coup, vous avez un programme qui s'exécute, ensuite il va demander une entrée-sortie. Ça veut dire qu'il va essayer de chercher, par exemple, des données à partir du disque. Donc, quand il va chercher des données à partir du disque, ça prend un certain temps, qui est relativement long par rapport au CPU, parce que la CPU, c'est l'organe qui est le plus rapide dans la machine. Du coup, la CPU, elle ne va pas attendre le temps qu'il amène les informations pour continuer son exécution. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ce programme, on va le suspendre. Ça veut dire on le met de côté. On va exécuter un autre programme qui est disponible. Et une fois que les données sont ramenées au niveau de la mémoire, on pourrait reprendre le programme qui a été suspendu. Et donc, de la sorte, donc si j'ai un arrêt, une interruption, une suspension, automatiquement, je remonte pour choisir le prochain programme qui va s'exécuter et ainsi de suite. Par contre, si je n'ai pas d'arrêt, de suspension ou autre, etc., carrément, je continue ma boucle pour exécuter l'instruction suivante et ainsi de suite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle d'exécution du processeur. C'est-à-dire que vous avez le processeur qui, en permanence, exécute ces instructions les unes à la suite des autres jusqu'à la terminaison. La terminaison, c'est quoi? C'est carrément, vous allez éteindre votre machine. Et c'est là où le processeur va s'arrêter. Donc, c'est de cette manière-là qu'on arrive à arrêter le fonctionnement du processeur. Mais sinon, le processeur, il est toujours là pour pouvoir exécuter les instructions au fur et à mesure jusqu'à épuisement de tous les programmes qui sont en exécution. Alors, bien entendu, pour des raisons pratiques, à un moment donné, quand il n'y a plus de programme, ce qui est fait, c'est on va mettre en veilleuse tout le système d'exploitation. C'est-à-dire tout le système d'exploitation, il va se mettre en attente. Pourquoi? Parce que
Ça, c'est pour des raisons de consommation d'énergie. Ce n'est pas la peine de consommer l'énergie parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, ensuite, on va avoir justement cet état de processus que j'avais dit. Pourquoi c'est important? Parce que l'état du processeur, il est défini par l'ensemble des registres. Et donc, il permet de savoir à quel moment on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a exécuté, quelles sont les valeurs qu'on a pu calculer, etc. Donc, tous ces éléments-là vont être rassemblés pour définir ce qu'on appelle communément le contexte du processeur. Du processeur. Et bien entendu, ce contexte-là définit implicitement le contexte du programme qui est en train de s'exécuter. Donc, c'est de la sorte qu'on arrive à associer à chaque programme qui est en exécution un contexte d'exécution. Alors, ça vous donne le mot d'état d'un processeur, comment il est fait en général. C'est une suite de bits dont chaque bit ou ensemble de bits a une, je dirais, signification. Donc, le mot d'état dépend du processeur. Et donc là, vous n'avez pas un mot d'état qui est standard. Chaque processeur, type de processeur, il a son propre mot d'état. Alors, pour pouvoir faire le lien entre ces différents aspects, on a d'un côté la machine avec le processeur et ses ensembles de registres, etc. De l'autre côté, ce qu'on a, on a l'utilisateur, donc l'utilisateur qui utilise la machine, donc qu'est-ce qu'il fait? La tendance, c'est quoi? C'est de pouvoir écrire des programmes qu'il va mettre au niveau de la machine pour qu'il puisse les exécuter. Et donc, en général, vous avez comment on arrive à utiliser la machine. Le principe, il est le suivant. Chaque fois on a un certain problème, un certain souci à régler, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce souci à régler, ben, on va tenter d'utiliser la machine pour nous régler ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une différence importante entre la machine et l'être humain. L'être humain, c'est vrai qu'il réfléchit. Et la machine ne réfléchit pas. Quoi qu'on vous dise dans la littérature, ici et là, la machine, elle ne fait, ça c'est une règle qu'il faut retenir, la machine ne fait que les choses pour lesquelles elle a été programmée. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement des machines. Donc la machine, il faut garder en tête que la machine, en aucun cas, elle ne réfléchit. Même si elle est programmée, etc., pour raisonner à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on peut utiliser la machine pour raisonner. Tout ça, c'est grâce à des fondements mathématiques, principalement la logique. Donc, vous avez dans la logique, à un moment donné, A implique B. Ça veut dire que si vous avez A, vous aurez automatiquement B. Ça, on peut le programmer au niveau des machines. Et donc, on peut avoir des systèmes qui sont dits, entre guillemets, intelligents, etc. Mais réellement, la machine ne réfléchit pas. Elle ne fait que les instructions, elle exécute les instructions pour lesquelles elle a été programmée. Elle ne peut pas faire autre chose. Même si parfois, quelqu'un te dit, tiens, ma machine, elle fait n'importe quoi. Ben, ta machine, elle fait n'importe quoi. En général, c'est parce que ta machine a été une cible d'une attaque. Donc, si ta machine a été une cible d'attaque, automatiquement, l'attaque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie le fonctionnement ou le comportement de la machine. Et c'est comme ça que vous trouvez que vos programmes, ils font autre chose que les choses pour lesquelles elles ont été programmées au départ. Mais la machine, elle le fait toujours, elle exécute les instructions qu'on lui a données. Et donc, comment on constitue des programmes? À vrai dire, d'une manière générale, modélisée, vous avez un problème réel, vous voulez l'utiliser la machine, donc vous devez passer par un certain nombre d'étapes, c'est que vous devez modéliser votre programme par un algorithme. Et c'est pour ça qu'on vous a appris à écrire des algorithmes. Donc l'écriture des algorithmes, c'est de montrer une version qui se rapproche un peu le plus du monde machine que du monde réel pour écrire votre programme. Et bien entendu, une fois que votre algorithme a été conçu, cet algorithme-là, il peut être par la suite traduit dans n'importe quel langage que vous maîtrisez, c'est-à-dire l'utilisateur. Il peut maîtriser un certain nombre de langages, donc il voit quel est le langage qu'il maîtrise le plus approprié pour une application, et donc il va le traduire dans ce langage,
Et bien entendu, à partir de là, on obtient ce qu'on appelle un programme source. Donc, ce programme source, c'est quoi? C'est ce que vous connaissez avec la définition d'un programme dans un langage de programmation. La définition classique, c'est quoi? C'est de dire un programme, c'est un ensemble de variables plus un ensemble d'instructions. Ça, c'est la définition la plus simple d'un programme. C'est constitué d'un ensemble de variables qui sont utilisées et d'un ensemble d'instructions qui vont en général modifier ces variables pour aboutir à la solution. Alors, d'une manière pratique, quand on a un programme source, en général, qu'on écrit sur papier, même si maintenant, de plus en plus, on essaie d'éviter le papier, on peut l'écrire sur un éditeur de texte, donc directement, et ça nous permettra d'avoir un programme source qui est selon un fichier. En général, vous trouvez, par exemple, vos fichiers écrits en C, qui sont le fichier .c, ou bien en Pascal, qui peut devenir le fichier .pas, et ainsi de suite. Et tout dépend du langage utilisé. Donc, l'extension, elle est toujours par rapport au compilateur que vous utilisez. Ce fichier-là, vous allez le soumettre à votre compilateur. Alors, naturellement, vous avez deux alternatives. Soit qu'il y a des erreurs, et donc vous allez recevoir les listings d'erreurs pour pouvoir corriger votre programme, soit qu'il est correct, il n'y a pas d'erreur. Et donc, automatiquement, ce programme, il va être, vous allez obtenir un programme intermédiaire qu'on appelle le programme objet. Le programme objet, c'est quoi? C'est la forme intermédiaire qui est traduite du langage source vers un langage machine, mais il n'est pas encore arrivé au seuil du langage machine. Alors, une fois arrivé à cela, vous savez qu'un programme, c'est quoi? On ne peut pas, en général, écrire un programme avec un seul corps unique, un seul bloc. Pourquoi? Parce que si on veut écrire des applications assez intéressantes, vous avez le programme principal, vous pouvez avoir des fonctions, vous avez aussi des procédures, etc. Vous avez même des programmes de bibliothèque que vous allez importer, etc. Parce qu'en général, le principe de l'informatique, quand il y a quelque chose qui existe, on l'utilise. Ce n'est pas la peine de la recréer une deuxième fois, une troisième fois. Et donc ça veut dire que votre programme, en général, c'est un assemblage de codes que vous écrivez vous-même, de codes que vous pouvez ramener de bibliothèques du compilateur ou des bibliothèques qui existent ailleurs, etc. Et donc tout ça, ça vous permettra de constituer votre programme en entier. Et donc là, il va y avoir un mécanisme, ce qu'on appelle l'éditeur de liens. L'éditeur de liens, c'est quoi? C'est lui qui permet de résoudre les liens qui existent pour dire, tu es là, dans une partie du programme, tu vas y aller dans une autre fonction qui se trouve ailleurs. Donc, cette fonction qui se trouve ailleurs, ça veut dire que c'est une adresse qu'il va falloir résoudre. Et quand on termine cette fonction qui se trouve ailleurs, il faut revenir au point de départ. Donc, tous ces éléments-là, c'est grâce à l'éditeur de liens qui permet de résoudre ces problèmes. Donc, ça, si tous les programmes sont reconnus, existent bel et bien, donc on peut continuer. Si par contre il y a des erreurs, vous allez trouver des erreurs pour vous dire, par exemple, telle bibliothèque ou tel programme que vous utilisez n'existe pas, ou le système, le compilateur n'a pas pu trouver la bibliothèque, etc. Donc, tous ces éléments-là sont répertoriés dans l'erreur, le fichier d'erreur qu'il va falloir corriger. Sinon, vous avez votre programme qui est correct. Et là, à partir de là, on va obtenir ce qu'on appelle un programme exécutable. Donc, c'est ce que vous trouvez en général sur votre machine. Par exemple, vous démarrez à partir de fichier, je prends le cas classique, un fichier .c écrit en langage C. Ensuite, vous avez le fichier .obj qui permet de dire le fichier objet intermédiaire. Et à la fin, si tout va bien, vous allez retrouver votre fichier .exe, c'est-à-dire le fichier exécutable qui est prêt pour être exécuté. Alors naturellement, votre fichier qui est prêt à être exécuté, en général, cette copie se trouve sur le disque. Donc si on veut l'exécuter, il va falloir charger une copie de ce fichier qui se trouve sur le disque vers la mémoire. Donc on va le charger vers la mémoire et à partir de là, donc, on utilise un programme qui est lié au système d'exploitation qu'on appelle le chargeur. Donc ce chargeur, c'est quoi? Sa mission, c'est de ramener une copie d'un fichier exécutable et de pouvoir le mettre au niveau de la mémoire. Et donc, automatiquement, là aussi, parfois vous recevez des erreurs pour dire que ce chargeur n'arrive pas à charger votre programme en mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire est saturée, il n'a pas pu trouver l'espace nécessaire pour pouvoir charger votre programme. Sinon, dans le cas réel, usuel, c'est on arrive à charger le programme. Et du coup, à partir de là, ça veut dire que votre programme, il est pris en charge
par le système d'exploitation. Et donc, ce programme qui est pris en charge par le système d'exploitation, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait un ensemble de registres et leurs valeurs qui vont constituer les contextes. Donc là, votre programme, on l'appelle plus programme. Et donc ça permettra de faire la distinction. Le concept programme, c'est le concept utilisateur. Le concept système d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le concept processus. Donc à partir de cet instant-là, c'est quoi? Vous allez obtenir une nouvelle entité ou une nouvelle ressource. Donc ça, ce que j'ai expliqué l'autre fois, pour vous dire qu'il n'y a pas uniquement des ressources physiques, il y a des ressources logiques. Une ressource parmi les ressources logiques, c'est quoi? C'est le processus. Un processus, c'est quoi? C'est à vrai dire l'assemblage d'un programme, donc une copie d'un programme, plus le contexte. Donc ces deux entités-là vont former ce qu'on appelle un processus. Et à partir de là, votre processus, il est pris en charge par le système d'exploitation jusqu'à sa, sa fin d'exécution. Et donc, à partir de sa naissance, c'est-à-dire à partir de la création du processus, jusqu'à la fin du processus, il sera pris en charge par le système d'exploitation. Et donc, ça, c'est la notion qui est prise en charge par le système d'exploitation. Maintenant, pour faire le lien avec ce qu'on avait dit concernant le système d'interruption, c'est qu'à un moment donné, si je veux changer, je veux changer Mohamed Taha qui pose la question pour dire processus égale programme plus contexte. Alors, c'est quoi un contexte? Le contexte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est à dire l'ensemble des valeurs qui sont prises en charge par le système d'exploitation pour un programme, parce que de prime abord, c'est quoi? Vous avez les différents registres. Donc, la copie des différents registres, ça forme le contexte d'un processus. Il y a aussi d'autres éléments, pourquoi je ne les ai pas cités pour le moment, parce qu'on y arrivera au fur et à mesure, c'est que si vous voyez le schéma de tout à l'heure, quand on a parlé de chargeur, ça veut dire je charge ce programme en mémoire. Donc, si je le charge en mémoire, c'est qu'il est en train d'occuper un espace mémoire. Donc, l'espace mémoire occupé par le processus, ça fait partie aussi de son contexte. Pour dire quoi? Ça peut aider par la suite. Pourquoi? Ça peut aider pour protéger un processus par rapport à un autre. Par exemple, un processus qui est en train de faire une erreur, par exemple, une erreur logique, pour essayer d'écrire dans une zone mémoire qui ne lui appartient pas. Comment le système d'exploitation va s'en rendre compte? Mais il va se rendre compte tout simplement en voyant le contexte, il voit que l'espace occupé par ce processus ne contient pas l'adresse auquel veut accéder ce processus. Et du coup, ça va générer une erreur. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce contexte. Je peux avoir aussi un autre exemple, c'est ton processus qui est en train de s'exécuter. Et hop, il veut ouvrir un fichier. Ben, naturellement, ce fichier, s'il a le droit d'accéder à ce fichier, il va faire partie de son contexte. Et donc, on va avoir le descripteur de fichier pour dire ce fichier-là, il va être utilisé par ce programme. Et ça permettra même aussi de protéger ce fichier. Pourquoi? Parce que dès que vous allez ouvrir un fichier pour écrire dessus, on ne va pas permettre à d'autres processus pour écrire dans le même fichier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une collision entre les deux fichiers. Et donc, tous ces éléments-là, ce qu'on appelle les ressources qui sont utilisées par un programme, vont constituer le contexte d'un processus. Et donc ça, ce contexte-là, ce n'est autre que l'ensemble des ressources qui sont utilisées par le programme pour son exécution. Donc ça, c'est pour répondre à la question concernant ce contexte. Alors maintenant, on parle d'interruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'exécuter un processus et à un moment donné, je dois l'arrêter. Alors comment l'arrêter? L'idée, c'est quoi? Ça veut dire que je passerai d'un processus à un autre. Comment puis-je passer d'un processus à un autre? Ben, il faudrait qu'il y ait un mécanisme automatique. Ça, ce mécanisme qui est en général existant et qui se trouve même dans beaucoup de machines, c'est
je vais basculer, ou bien ce qu'on appelle le terme utilisé, c'est je vais commuter le mot d'état du processeur. Donc, la commutation du mot d'état, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mot d'état du processeur, ce qui existe dans le registre, je vais le sauvegarder dans une place donnée, et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais le remplacer par un nouveau mot d'état qui se trouve dans le programme que je vais exécuter. Puisque j'avais dit, pour chaque programme, c'est un processus. Et il a le contexte. Dans le contexte, vous avez une image de tous les registres, donc y compris le registre mot d'état. Et donc, je vais charger son mot d'état pour pouvoir l'exécuter par la suite. Et ça, en général, dans le mot d'état, il y a, à vrai dire, l'état du processeur. Donc, dans la pratique des machines, vous avez deux choses. Vous avez le mot d'état, le PS, ce qu'on appelle le process status. Donc, vous avez le statut du processeur, plus le compteur ordinal. En général, les deux constituent ce qu'on appelle le mot d'état du processeur. Et donc, cette opération qui est indexée ici par A et B, c'est ce qu'on appelle l'opération de commutation du mot d'état. C'est-à-dire, à partir du processeur, je sauvegarde le mot d'état, et à partir d'un nouveau processus, je vais charger la valeur du mot d'état. Ça, c'est ce qu'on appelle communément la commutation du mot d'état. Bien entendu, dès que vous allez commuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez changer la valeur du compteur ordinal. Et rappelez-vous, le compteur ordinal, qu'est-ce qu'il indique? Il indique la prochaine instruction à exécuter. Et du coup, on a pu réaliser cette transition, c'est-à-dire je passe d'un processus vers un autre processus d'une manière automatique. Et c'est ce qui est fait dans quasiment toutes les machines. Grâce à cette commutation du mot d'état, je peux basculer d'un processus à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais arrêter un processus, puisque la prochaine instruction ne sera pas dans ce processus, elle sera dans un autre. Donc, je vais interrompre un processus pour passer à un nouveau processus. Et donc, ça, c'est l'opération de base qui est réalisée pour commuter les processus et passer d'un processus à un autre. Alors, Monsieur, oui, si l'ancien processus est terminé, lancez l'arrêt, est-ce oui, qu'on doit sauvegarder le mot d'état? oui. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Chaque processus, en général, il a ce que j'ai appelé une durée de vie. Ça veut dire depuis sa création jusqu'à sa terminaison. Ensuite, quand il termine, quelqu'un pourrait dire, tiens, à quoi ça sert de sauvegarder? Alors effectivement, la question est intéressante pour comprendre des choses qui ne sont pas, je dirais, évidentes. Automatiquement, quand un programme se termine, je lui dis que quelqu'un pourrait se demander pour dire, tiens, pourquoi on va sauvegarder le contexte puisque le programme, on n'en a plus besoin, puisqu'il a terminé. Ben, il faut savoir que il y a des choses. La première des choses, c'est quoi? C'est en général, il y a un aspect, ce qu'on appelle de comptabilité, qui est fait dans les systèmes d'exploitation. Donc, les systèmes d'exploitation, en général, comptabilisent les ressources qui sont utilisées. Donc, chaque ressource qui est utilisée n'est pas gratuite. Donc, si vous prenez, par exemple, quasiment dans nos salles de TP, je pense que le mode de gestion n'est pas arrivé encore à ce seuil, mais si vous prenez les universités américaines ou européennes, etc., en général, quand un semestre commence, par exemple, comme vous venez de commencer ce semestre-là, automatiquement, vous avez des modules, ce qu'on appelle des modules ATP. Qu'est-ce qui est fait? Ben, automatiquement, il y a des comptes qui sont créés pour chaque étudiant. Et dans ce compte-là, on va vous présenter je dirais, l'environnement de travail. Ça veut dire que vous avez besoin d'un tel compilateur, donc il sera présent. Vous avez besoin de tel système d'exploitation, il sera présent, etc. Et mieux encore, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va vous allouer un temps du TP pour dire que, par exemple, les séances de TP, c'est 20 heures ou 40 heures, etc. Tout dépend. Moralité, vous allez vous connecter et vous allez travailler. Au bout de 40 heures, automatiquement, votre compte sera verrouillé. Pourquoi? Parce que vous avez consommé le temps
CPU qui existe, qui a été alloué pour la réalisation de vos TPE. Et c'est comme ça que les choses évoluent. Alors, parce que si vous prenez les États-Unis ou en Europe, dans beaucoup d'universités, je dirais, les études sont payantes. Et naturellement, si vous prenez une machine ou un ordinateur, c'est des ressources, bien entendu, physiques, qui ont été achetées, etc. Et de l'autre côté, chaque ordinateur consomme de l'énergie. L'énergie n'est pas gratuite. Et donc, c'est pour ça qu'on évalue les choses et on leur donne une certaine, je dirais, quantité de temps à utiliser. Il y a aussi un autre aspect qui est assez intéressant et que certainement vous avez vu l'utilité de ça, c'est que quand un programme se termine, automatiquement, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer la date de début et la date de fin, ce qui lui permet de montrer quelle est la durée de la session, à quelle heure elle a commencé, à quelle heure elle a terminé, qu'est-ce qu'elle a consommé comme temps de CPU, qu'est-ce qu'elle a consommé comme impression, disque dur, espace disque, etc., etc. Et cette information-là, elle est utile dans beaucoup de systèmes réels que vous utilisez actuellement. Par exemple, si vous utilisez les réseaux sociaux, vous êtes en train de chercher quelqu'un, automatiquement, dès que vous mettez son nom, etc., le système, il va vous dire que connecté dernièrement à telle date. Comment il a su ça? Tout simplement, quand il a ouvert sa session, on a marqué le début de la session. Quand il a terminé la session, on a marqué la fin de session. Et du coup, quand vous allez vous connecter, automatiquement, il vous dit que cette personne, elle n'est pas connectée depuis tel ou tel jour ou telle heure, etc. Si par contre la personne est connectée, il vous dit que la personne est online. Comment il le sait? C'est grâce à cette traçabilité qui est faite par le système d'exploitation pour savoir à un moment donné si la personne est online ou bien elle ne s'est pas connectée depuis 2 jours, depuis une semaine, etc. Ça, il le sait comment? C'est grâce à la fin d'un processus. Donc, il sauvegarde le contexte. Parmi les choses qu'il sauvegarde, c'est le timing ou la date et l'heure de fermeture de sa session. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir, je dirais, la sauvegarde du contexte, même pour un processus qui vient de se terminer. Alors, maintenant, techniquement, comment les choses se passent? Donc, dans le diagramme que j'ai présenté du cycle d'exécution du processeur, on avait fait un test pour dire est-ce qu'il y a arrêt, est-ce qu'il y a interruption, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mot d'état, vous avez un bit qui a été modifié. Donc, ce bit qui peut être modifié par l'extérieur, c'est-à-dire un événement qui s'est passé. Et donc, quand ce bit est modifié dans le mot d'état par un phénomène externe, on dit qu'il y a interruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une demande d'interruption, d'interrompre le processus qui est en cours d'exécution. Alors, techniquement, comment ça se passe? Vous pouvez avoir, ça c'est par rapport, je dirais, au côté hardware machine, on parle de ce qu'on appelle le niveau d'interruption. Ça veut dire quoi? Parce que les causes d'interruption peuvent être multiples. Alors, parfois, on va donner, je dirais, un indicateur ou un bit pour chaque niveau. Naturellement, là, quand il y a beaucoup de causes, il nous faut beaucoup de bits, chose qui n'est pas vraiment pratique. En général, dans la pratique, vous avez pour certaines causes un bit distinct. Pour d'autres causes, on va les regrouper, bien entendu, avec un seul bit, sauf qu'on va utiliser je dirais, une case mémoire particulière qui permet de donner le code de quelle est la cause exacte, etc. Parce que vous pouvez regrouper, par exemple, pour les disques, vous pouvez avoir une interruption disque. Mais sur la machine, vous pouvez avoir plusieurs disques. Quel est le disque qui a interrompu? Ça, c'est à partir de l'indicateur, on sait que c'est une interruption disque, lequel, par rapport au code, on peut distinguer quel est le disque qui a provoqué cette interruption. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier les interruptions. Et donc là,
il y a justement ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez une partie qui est physique, c'est-à-dire celle de la machine, de la structure machine architecturale, et vous avez l'autre partie qui est le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, les mécanismes physiques qui se passent, qui permettent de modifier le bit ou l'ensemble de bits, c'est en général quelque chose qui est physique. Ensuite, le système d'exploitation, il va exploiter justement ces bits pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour l'interruption. Alors, naturellement, quand il y a plusieurs causes d'interruption, il va y avoir un problème qui se pose. Ça veut dire que le processeur, il y a un seul, et ça, c'est un peu le problème qu'on connaît dans la vie courante, quand il y a l'offre et plusieurs demandes. Ça veut dire que les demandes dépassent l'offre. Automatiquement, il va y avoir un problème. Vous allez servir qui? Donc, ce qui est fait dans le système d'exploitation, c'est cette notion de priorité, pour dire qu'il y a plusieurs demandes d'interruption, laquelle choisir? Ben, tout simplement, il faut instaurer un ordre de priorité pour savoir quelle est la priorité, l'interruption qui est la plus prioritaire qu'on doit utiliser. Alors, cette priorité d'interruption, dans la pratique, vous pouvez avoir deux classes de priorité. Vous pouvez avoir une priorité qui est avec un ordre fixé au départ. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est connu au départ et chaque interruption, elle a un niveau de priorité qui est, je dirais, bien défini. Alors ça, c'est valable en général dans les systèmes d'exploitation pour les programmes de systèmes d'exploitation eux-mêmes. Donc les systèmes d'exploitation, c'est quoi? C'est un ensemble de processus. Et on sait chaque processus, qu'est-ce qu'il fait. Et on sait quelle est, je dirais, la priorité de chaque événement, donc chaque priorité. Pour cela, les systèmes d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il répertorie l'ensemble de ces interruptions et il va donner principalement une priorité à chaque interruption. Pourquoi? Parce qu'il sait chaque interruption, qu'est-ce qu'elle fait, et il connaît quel est le degré de priorité de chaque, je dirais, interruption. Alors, si vous avez étudié je dirais, la structure machine, si je vous demande quelle est la priorité la plus élevée, c'est-à-dire l'interruption qui a la priorité la plus élevée sur une machine. Théoriquement, vous devez le connaître. Si vous avez étudié le timer. Quoi? Non, c'est pas le timer. Ce n'est pas l'horloge et ce n'est pas les entrées-sorties non plus. Le programme init. C'est pas le programme init. Le programme init, c'est lui qui vient au départ. C'est quand vous allumez la machine. Eh, c'est le plus prioritaire. C'est pas le plus prioritaire, c'est lui qui commence, parce que lui, il commence grâce au disque, parce que dans le disque, vous avez le bloc de départ, qui est le bloc 0, le bloc d'initialisation. Donc, à l'intérieur du bloc d'initialisation, il y a l'adresse du programme init. Donc, lui, il va charger le programme init, il va commencer à l'exécuter. C'est tout, ce qui est tout à fait logique. Si le système d'exploitation veut qu'il commence, automatiquement, vous êtes obligé de commencer par le programme de départ. Le programme de départ, c'est quoi? C'est l'init, c'est pas autre chose. Oui, d'accord. C'est quelque chose que vous connaissez et vous n'arrivez pas peut-être à réfléchir suffisamment. Parce que si vous réfléchissez suffisamment, vous allez le trouver. Et c'est quelque chose qui est assez utile pour nous en tant qu'utilisateurs. Le clavier, monsieur? Ben non, le programme, il est l'interruption, elle doit être normalement, vous pouvez la deviner automatiquement. Ce qui se passe, c'est l'interruption la plus élevée, c'est la coupure courant. Donc, quand le courant passe, il est arrêté, ben, automatiquement, quand le courant va s'arrêter, est-ce que c'est utile de faire d'autres actions et de faire d'exécuter des processus? Ben non. Quand le courant va se couper, ben, tout simplement, ce qui se passe,
le système d'exploitation, il va déclencher cette routine coupure courant. Cette coupure courant, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, tout simplement, le contexte courant de tous les processus qui sont en train de s'exécuter, il va les sauvegarder. Et c'est comme ça, par exemple, à un moment donné, vous êtes en train de saisir, par exemple, un texte ou à saisir un programme sur, par exemple, un éditeur de texte, Word ou autre chose, etc. Et le courant se coupe. Quand vous allez réinitialiser la machine, ben, à la surprise, le système il va vous dire, tiens, j'ai récupéré une copie de votre fichier que vous n'avez pas eu le temps de sauvegarder. Donc lui, il va le sauvegarder à votre place. Et donc, vous allez récupérer la dernière copie, c'est-à-dire qu'il a pu sauvegarder. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le système, quand il n'y a plus de courant, il va se couper. Automatiquement, le système d'exploitation, il va faire l'effort pour savoir le programme, il était à quel niveau, il s'est arrêté à quel niveau, les données qui existaient, voici une copie de sauvegarde de ces données, etc. Et donc ça, c'est ce qui justifie que la coupure courant, c'est l'interruption la plus élevée au niveau d'une machine. Donc c'est pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on essaie de secourir, à vrai dire, le système et l'utilisateur en même temps pour sauvegarder l'état courant. Maintenant, il restera une petite question pour les gens peut-être de GTR qui ont étudié un peu l'électronique. J'ai dit que la coupure courant, c'est l'interruption la plus élevée. Mais s'il y a une coupure courant, comment on arrive à sauvegarder? Puisqu'il y a la coupure courant, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant. De toute façon, même les autres, théoriquement, ils ont la réponse, parce que je suppose que vous avez fait électricité en deuxième année secondaire au niveau du lycée, parce que vous avez étudié aussi l'électricité. Ben, je suppose que l'expérience, elle est toute simple. Hein. Imaginez que vous avez un poste radio. Ce qui se passe, un poste radio qui est connecté, par exemple, à l'électricité, enlevez la prise, qu'est-ce que vous allez remarquer? De la radio. Vous n'avez jamais essayé ce phénomène. Donc, si vous avez une radio, il suffit d'essayer de tirer, par exemple, la prise électrique. Vous allez voir que votre radio va continuer à fonctionner pendant un petit laps de temps. Cela est dû à quoi? Cela est dû à un phénomène physique. C'est plutôt la capacité, pas le transistor. Parce que la capacité, quel est son rôle? C'est de stocker l'électricité. Et donc, grâce à ça, il y a un phénomène que vous connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'induction. Quand le courant est coupé, il va y avoir un courant dans le sens inverse avec la même intensité pendant un certain temps et il va disparaître. Et donc, c'est comme ça que le système d'exploitation utilise ce phénomène qui existe dans la machine. Ça veut dire qu'il va en bénéficier de ce petit laps de temps pour pouvoir sauvegarder le maximum d'informations qui existent au niveau de la machine. Et donc, j'avais dit que pour les systèmes d'exploitation, les interruptions, en général, elles ont un ordre fixe, c'est-à-dire une priorité fixe. Pourquoi? Parce que je connais chaque interruption, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, je peux la hiérarchiser par rapport aux autres interruptions. Par contre, en général, pour les programmes utilisateurs ou le processus utilisateur, cette priorité, elle peut être modifiable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux avoir ce qu'on appelle une priorité dynamique, pas une priorité fixe. On verra par la suite quand on arrive à expliquer le scheduling. On va vous montrer des exemples concrets, pourquoi on a choisi la priorité dynamique et comment on arrive à l'implémenter. Alors, pour les interruptions, il y a un certain nombre, j'avais dit qu'il y a cette notion de priorité. Il y a aussi une autre notion qu'on appelle le masquage des interruptions. Alors, le masquage des interruptions, c'est quoi? C'est le moyen qui permet de masquer une interruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, l'interruption, elle est là.
mais je vais la retarder. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons qui sont, je dirais, tout à fait logiques et normales pour pouvoir retarder. Alors, je donnerai un exemple qui est simple, que vous connaissez certainement et que vous l'avez utilisé. Alors, en général, quand vous êtes en train de taper sur le clavier, comment le système d'exploitation arrive à savoir que vous êtes en train de taper sur le clavier, à votre avis? En général, le clavier, il est physique. Donc, quand vous tapez sur une touche, ce qui se passe réellement, vous avez un signal qui est envoyé du clavier vers la CPU. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à identifier qu'il y a quelque chose qui a été tapé et qui permet justement de passer, justement, pour dire qu'il y a un signal envoyé du clavier. Alors, ce signal-là, il est interprété par le système d'exploitation. Alors, Harzali, vous me dites que c'est l'ASCII. Au départ, ce n'est pas l'ASCII. Hein. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est un signal, qui est carrément un signal électrique, qui est envoyé. Donc, pour ne pas dire électrique, parce que je peux dire même signal numérique. Pourquoi? Parce que parfois, vous avez des claviers qui sont des claviers sans fil. Donc, pour ne pas rentrer dans les considérations d'électronique et électricité. Donc, je dirais qu'il y a un signal numérique qui est envoyé vers la CPU. Ce signal numérique, il permet de dire, tiens, telle touche, elle a été appuyée. D'accord? Donc, si telle touche, elle a été appuyée, chaque touche, à vrai dire, elle a un code. Et ce code-là, ce n'est pas le code ASCII. Ce code-là, on l'appelle dans la littérature le code scan, c'est-à-dire le code de balayage d'un clavier. Chaque touche, elle a un code qu'on appelle le code scan. Ce code scan, il est analysé et bien entendu, on va voir aussi le contexte d'utilisation du clavier. Ce contexte permet de nous dire est-ce que l'utilisateur est en train d'utiliser le latin, anglais, français ou bien arabe ou chinois, etc. En fonction de ce contexte, je peux savoir quelle est la valeur de ce code. Donc, il y a une liaison entre le code scan et le code ASCII. Et donc, cette liaison permet de me dire quelle est la table ASCII que je vais utiliser. Si j'utilise l'arabe, je vais utiliser une certaine table ASCII. Si j'utilise le français, une certaine table ASCII, et ainsi de suite. Et donc, je fais la correspondance entre le code scan et le code ASCII. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Cette interruption, son rôle, c'est quoi? Pour aider l'utilisateur, donc qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous tapez au clavier, il va vous l'afficher à l'écran. Donc ça, c'est le principe qui est utilisé. Alors naturellement, quand je tape plusieurs caractères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir plusieurs signaux d'interruption. Donc naturellement, si je n'ai pas cette notion de masquage, je vais avoir un problème. Parce que, imaginez, je tape le premier caractère, l'interruption est en train de s'exécuter pour dire quel est ce signal, quel est le code scan, quel est le code ASCII. Je vais pouvoir l'afficher à l'écran. Pendant cette période-là, s'il y a un nouveau signal qui arrive, d'un nouveau caractère, si je n'ai pas cette notion de masquage, qu'est-ce qui va se passer? La première interruption, elle-même, elle va être interrompue par le deuxième signal. Le deuxième signal, il va être traité. Moralité, si le deuxième signal va être traité, ça veut dire qu'il va afficher le deuxième caractère tapé. Ensuite, je reviens à la première interruption, je vais afficher le deuxième caractère qui a été tapé. Moralité, si j'ai tapé AB, à l'écran, je vais voir BA, chose qui est complètement fausse. Donc, comment éviter ce genre de choses? J'utilise ce principe qu'on appelle le masquage d'interruption. Alors, le masquage d'interruption, c'est quoi? En général, il est basé sur le principe de priorité. Et la règle, elle est toute simple. C'est que quand une interruption I de niveau I s'exécute, toutes les interruptions de niveau inférieur ou égal à I ne peuvent pas s'exécuter, c'est-à-dire qu'elles sont masquées. Et donc, du coup, pour le clavier,
quand il y a la routine, elle s'exécute, elle ne peut pas être interrompue par la routine de même niveau, c'est-à-dire de niveau clavier. Et du coup, ça me permettra de préserver cet ordre. Et ça, c'est valable pour toutes les autres interruptions. On a le même principe, c'est que, règle à retenir, toute interruption de niveau I, de priorité I, ne peut pas être interrompue par les interruptions de niveau inférieur ou égal à I. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à régler ce problème. Et on a ce concept, ce qu'on appelle le concept de masquage des interruptions. Donc, le masquage d'interruption, c'est quoi? C'est le fait juste de retarder une interruption, c'est-à-dire le signal arrive, mais on ne le traite pas tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le retarder. C'est un phénomène que vous connaissez maintenant qui est passé à d'autres, je dirais, usages. L'exemple, c'est le téléphone ou le smartphone. Vous êtes en train de converser avec quelqu'un au téléphone, il y a un autre qui vous appelle. Donc, l'idée, c'est quoi? Automatiquement, vous avez cette possibilité de mettre le deuxième appel en attente. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de parler, donc il suffit de terminer ce que vous êtes en train de dire. Ensuite, vous pouvez basculer pour passer à l'appel suivant. Donc, ce que vous faites, vous êtes en train de différer l'appel pour le mettre en attente, pour le prendre en charge juste après. Donc, ça, c'est un phénomène qui existe dans un domaine pratique. Donc, dans le domaine système d'exploitation, c'est bien justifié pourquoi qu'on ait le masquage des interruptions. Alors, il y a aussi un autre type, je dirais, c'est quoi? C'est le désarmement des interruptions. Le désarmement, ce n'est pas le masquage. Le désarmement, c'est quoi? C'est carrément de dire, vous ignorez je dirais, les appels d'interruption. Donc, ça veut dire quoi? Même si physiquement, c'est-à-dire il y a un signal qui arrive, automatiquement, ce signal n'est pas pris en considération. Ça veut dire que le système d'exploitation, il ignore complètement ce signal. Et donc, ça, c'est un peu, je dirais, l'opération, si je reprends toujours l'appel téléphonique, comment on peut désarmer les appels dans le smartphone? On raccroche, monsieur. Comment? Quand on raccroche l'appel. Non, non, tu raccroches, ça, tu donnes un mauvais, je dirais, un mauvais truc. Donc, Mettre dans la liste noire. il y a Spam. Farouk qui a... Je préfère que vous mettez vos noms, comme ça, ça me permettra de vous reconnaître. Donc, il y a Farouk qui a donné la bonne réponse, c'est tout simplement de mettre le mode avion. Le mode avion, vous n'avez pas fermé votre téléphone, il est toujours opérationnel, mais ça permet d'ignorer complètement les appels. Donc, aucun appel ne peut passer. Donc, quand on se met en mode avion, donc automatiquement, ça vous permet de neutraliser tous les signaux qui arrivent de l'extérieur. Et donc, ils ne peuvent pas interrompre, je dirais, le téléphone pour dire qu'il y a un appel qui est en cours. Et donc, c'est le même phénomène qui existe dans le système d'exploitation. À un moment donné, on va ignorer tous les appels d'interruption. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va faire un désarmement des interruptions. Donc, automatiquement, même s'il y a un signal qui arrive, il est complètement ignoré. Alors, toutes ces opérations-là, ce qu'on appelle l'armement, le désarmement, donc l'opération inverse du désarmement, ça s'appelle l'armement. Donc, armement d'interruption, désarmement d'interruption, le masquage, le démasquage. Ça, c'est des opérations qui existent dans le système d'exploitation et que le système d'exploitation peut utiliser pour gérer les interruptions. Alors, il y a aussi un deuxième type d'interruption qu'on appelle les déroutements. Donc là, pourquoi? Ça permettra de faire un peu la part des choses. Alors, le déroutement, ça, c'est quelque chose qui existe et que certainement vous avez vécu cette situation. Pour les gens qui ont programmé, à un moment donné, votre programme est en train de s'exécuter et hop, vous avez une erreur fatale et on vous dit votre programme s'est arrêté parce qu'il y a eu une erreur fatale. Donc ça, cette erreur fatale, elle peut être à l'origine de plusieurs causes. Une première cause connue des mathématiques, par exemple, vous êtes en train de faire des calculs et vous faites une division.
C'est-à-dire la valeur, vous ne la connaissez pas statiquement, mais vous allez la connaître d'une manière dynamique, et vous faites la division par 0, par exemple. Donc, quand vous faites la division, il s'avère que le dénominateur, sa valeur, c'est 0. Mathématiquement, on ne sait pas ce que c'est. Bien entendu, en informatique, on ne sait pas aussi ce que c'est qu'une division par 0. Donc, automatiquement, l'UAL va déclencher une erreur qu'on appelle erreur d'exécution, ou bien un déroutement d'exécution. Le déroutement, c'est quoi? C'est la signification. Le déroutement, ça veut dire rien, ça veut dire que tu sors de la route. Donc, dans un programme, sa route, c'est quoi? C'est son chemin d'exécution normal. Donc, vous sortez du chemin d'exécution normal, c'est ce qu'on appelle un déroutement, et donc votre programme, il s'arrête. La même chose aussi, tout à l'heure, quand j'ai dit qu'un processus, il avait un espace d'exécution, à un moment donné, vous positionnez mal, par exemple, une adresse ou un pointeur, et automatiquement, vous voulez modifier une zone mémoire qui ne vous appartient pas. Ben, ça, automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle la violation d'espace mémoire. Vous essayez de violer l'espace mémoire d'un autre processus. Et du coup, votre programme aussi va s'arrêter. La même chose aussi qui existe, quand vous faites des calculs, il s'avère que le calcul, par exemple, vous avez utilisé des entiers et par la suite, vous faites un calcul, par exemple, avec un produit, vous allez trouver que cette valeur, il dépasse de loin, par exemple, un entier normal. Et vous allez obtenir ce qu'on appelle un overflow ou bien un débordement du registre. Et donc, automatiquement, vous avez ce qu'on appelle un déroutement. Et donc, un déroutement, c'est quoi? C'est le fait de sortir de l'exécution normale. Et là aussi, il va se passer ce qu'on appelle un arrêt, donc au sens interruption. Donc, le programme, il va s'arrêter et automatiquement, le système va prendre la main par la suite. Et donc, pour résumer un peu, pour que vous puissiez retenir facilement, c'est de dire tout simplement le déroutement, c'est quoi? C'est une interruption liée à une mauvaise exécution de votre programme. Donc, cette mauvaise exécution, ça peut être un débordement, ça peut être une violation d'espace mémoire, etc., etc. Donc, ce qui provoque une erreur fatale. Et donc, automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle le déroutement de votre programme. Alors, il y a une troisième classe d'interruption. C'est cette interruption, ce qu'on appelle communément l'appel au superviseur. Rappelez-vous, on avait dit que le système d'exploitation, c'est lui qui gère les ressources. Et du coup, vous, en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas gérer les ressources et on ne vous donne pas le droit de gérer les ressources. Alors, comment, justement, l'utilisateur puisse utiliser les ressources? Ben, tout simplement, à chaque fois qu'il a besoin d'utiliser une ressource, il est obligé de demander au système d'exploitation qu'il veut utiliser telle ou telle ressource. Quelqu'un pourrait me dire, tiens, moi j'ai programmé, mais je n'ai jamais demandé au système d'exploitation. Je lui dis, c'est vrai, tu n'as jamais demandé. Mais à vrai dire, c'était le compilateur qui l'a fait à ta place. Donc, quand tu demandes, par exemple, d'écrire à l'écran, c'est que tu veux utiliser la ressource écran. Et automatiquement, ton ordre qui permet de dire le print, c'est le compilateur qui l'a converti en une demande au système d'exploitation pour lui dire, tiens, j'ai envie d'imprimer sur l'écran ou bien j'ai envie d'imprimer sur l'imprimante, etc. Et c'est comme ça que la demande de l'utilisateur, elle a été convertie vers une demande de ressources au système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle communément l'appel au superviseur ou bien le SVC, Supervisor Call. Donc, j'appelle le système d'exploitation pour lui demander une ressource donnée. Et comme ça, le système d'exploitation, il sait quelles sont toutes les ressources utilisées, par qui elles sont utilisées, et à tout moment pour dire, est-ce que tu as le droit d'utiliser cette ressource ou bien tu n'as pas le droit d'utiliser cette ressource. Et donc, c'est le système d'exploitation qui peut avoir une vision globale à travers ça pour savoir quelles sont toutes les ressources qui sont utilisées et par qui elles sont utilisées. Alors, là, en ayant tous les schémas d'interruption qui existent, c'est-à-dire interruption matérielle, ou bien déroutement, ou bien appel au superviseur, en général, le schéma général d'un programme ou d'un processus qui s'exécute, dès qu'il y a une interruption, donc ce qui se passe, il y a la commutation du mot d'état. Rappelez-vous, j'avais dit la commutation du mot d'état, c'est elle qui permet de faire basculer d'un processus vers un autre. Et donc, automatiquement, il y a une interruption, je vais basculer vers l'interruption. L'interruption, son boulot, ça va être de faire quoi? Ben, tout simplement, le contexte n'est pas constitué uniquement du mot d'état. Rappelez-vous, le mot d'état a été déjà sauvegardé.
mais tout le reste n'est pas sauvegardé. Donc, le rôle de la routine d'interruption, qu'est-ce qu'elle fait? Le processus ou le programme qui a été interrompu, je dois sauvegarder tout son contexte. Ensuite, je dois traiter l'interruption pour dire de quoi s'agit-il exactement. Et une fois terminé, je vais restituer le contexte du programme interrompu. C'est-à-dire que j'ai interrompu un programme P. Quand je termine mon interruption, je reviens au programme P. Tel que, par exemple, un exemple simple, c'est l'appel au superviseur. Je lui dis, tiens, tu me fais telle chose, donc lui, il va faire telle chose. Ensuite, quand il termine, il va me rendre la main. Du style, par exemple, je lui demande de lire des informations à partir du disque. Il va me le faire. Une fois que c'est terminé, il me donne la main pour que je puisse continuer. Par exemple, tu lis des données que tu vas traiter par la suite pour calculer des résultats quelconques dans ton programme. Donc ça, c'est le schéma classique le plus simple. Parfois, j'ai mon programme, il s'est arrêté, mais je ne vais pas revenir à mon programme. L'exemple typique simple, c'est quoi? Un programme qui se termine. Je ne vais pas revenir au programme parce que le programme est terminé. C'est pour ça que vous avez la restitution des informations du reprise, du programme Q ou bien du programme P. Ça veut dire que si le programme P est terminé, je ne vais pas revenir au P, je vais revenir à un autre programme. Et donc là, ça permettra la continuité je dirais, des programmes d'une manière cohérente. Et bien entendu, à la dernière étape, j'ai la commutation du monde d'état, ce qui permet de basculer et de donner la main au programme qui a été interrompu au préalable pour pouvoir continuer l'exécution. Alors, un exemple simple sur les PC, que tout le monde utilise actuellement. Sur les PC, la gestion des interruptions, elle est bâtie sur ce qu'on appelle le vecteur d'interruption. Un vecteur d'interruption, c'est quoi? C'est à vrai dire un espace mémoire dans lequel sont stockées les adresses des différentes interruptions. Et le modèle, il est très simple. C'est qu'à un moment donné, quand il y a une interruption, je vais aller dans ce vecteur, ça me prend, à vrai dire, le mot d'état de cette interruption pour pouvoir l'exécuter et ensuite pour pouvoir y revenir. Et donc, de la sorte, les choses ont été faites. En général, vous avez une zone mémoire de 1024 octets à raison de mot d'état. Le mot d'état qui est composé, à vrai dire, de 2 registres. Dans la structure machine des PC, vous avez ce qu'on appelle le registre PC, qui est le compteur ordinal, et le registre PS, qui est le registre mot d'état. Et donc, vous avez 4 fois 256, ce qui vous donne les 1024 octets. Et vous avez les différentes... chaque cause d'interruption, à vrai dire, elle occupe 4 octets. Pourquoi? Parce que 2 pour PC, 2 pour PS, et donc chaque cause, c'est 4 octets, et bien entendu, 256 fois 4, ce qui vous donne les 1024. Alors, à travers ça, vous avez, si vous voyez la Bible du PC, vous trouvez les différentes causes d'interruption qui sont données, parmi lesquelles voici un exemple d'interruption de timer. Ça veut dire, si vous voulez, par exemple, dans votre application, mettre une horloge à côté de votre application. Donc, un moyen de le faire, c'est vous êtes obligé de programmer l'interruption horloge. Donc, dans cette interruption horloge, vous pouvez comptabiliser le temps. Et donc, ça vous permettra d'avoir une horloge automatique sur votre écran, ce qui permettra d'aider l'utilisateur à avoir un œil sur l'horloge à tout moment pour surveiller le temps qu'il est en train de consommer. Alors, sur donc c'est un peu je dirais l'essentiel de notre cours d'aujourd'hui.